J'avais hâte d'arriver en avance pour le dîner de Noël. Quand j'ai sonné à la porte, papa a crié « Va-t'en. Ta belle-mère ne veut pas de toi ici. Il n'y a que des gens importants aujourd'hui. » Mon sang s'est glacé. Le lendemain, il m'a appelé « J'ai besoin de la clé du chalet. » J'ai pris une grande inspiration, et j'ai dit 5 mots qu'il n'oubliera jamais. Le ciel au-dessus de Maple Ridge semblait plus lourd que d'habitude ce soir-là, comme s'il retenait la neige, ou peut-être quelque chose de tout à fait différent. Je conduisais lentement dans la rue de mon père, les 2 mains crispées sur le volant. Le chauffage faisait de son mieux pour combattre le froid qui s'infiltrait de toutes parts. Sur le siège passager se trouvait le crumble aux pommes chaudes que j'avais préparé selon la vieille recette de ma mère. C'était son plat de Noël, celui qu'elle préparait chaque année jusqu'à l'hiver où elle est tombée malade. Je veux vous demander quelque chose avant de continuer. Que faites-vous en ce moment en écoutant cette histoire pour moi? Au moment exact où tout s'est passé, j'étais assise dans ma voiture, le chauffage réchauffant à peine mes doigts, tenant le dessert que ma mère avait l'habitude de faire à chaque fête et me disant que cette année serait différente. Je me suis garé devant la maison de mon père et je suis resté assise un moment, regardant les lumières scintiller à travers les fenêtres givrées. Chaque décoration était parfaite. Des rubans parfaits, des guirlandes parfaites, des angles parfaits. Cela avait l'air cher, comme Lily aimait toujours que les choses aient l'air. J'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur, j'ai serré mon manteau et je me suis dit qu'arriver en avance pourrait commencer la soirée du bon pied. Peut-être que papa apprécierait que j'ai fait l'effort. Peut-être qu'il me serrerait dans ses bras. Peut-être que pour une fois, on aurait l'impression que les fêtes étaient comme avant que tout ne devienne compliqué. Le vent me mordait le visage alors que je remontais l'allée. J'ai serré le plat chaud contre ma poitrine et j'ai senti la chaleur s'infiltrer dans mes gants. Mon souffle était un nuage pâle s'élevant devant moi alors que j'atteignais le porche. La couronne accrochée à la porte ressemblait à quelque chose d'un catalogue, parfaitement symétrique, parfaitement mise en scène, rien à voir avec celle que maman et moi faisions ensemble à la table de la salle à manger quand j'étais petite. J'ai appuyé sur la sonnette. Le carillon a résonné dans la maison. J'ai entendu des bruits de pas, quelques voix, un éclat de rire, le cliquetis d'un verre contre un autre. Je suis resté là avec un petit sourire plein d'espoir que je ne réalisais même pas que je portais. Puis la voix de mon père a fusé à travers la porte, assez fort pour me frapper comme une gifle. Va-t'en. Lily ne veut pas de toi ici. Seulement les gens importants aujourd'hui. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru que je l'avais mal entendu. Mes doigts se sont resserrés autour du plat. Mon cœur a cogné une fois, fort, contre mes côtes. J'ai attendu que la porte s'ouvre. J'ai attendu une explication. J'ai attendu n'importe quoi. Mais à la place, j'ai entendu la voix d'Emma flotter de l'intérieur. Un son léger et amusé, suivi du rire de Jonathan, comme si quelque chose à ce sujet était drôle. Leurs pas se sont rapprochés, puis se sont à nouveau éloignés, comme s'ils passaient devant la porte sans même s'en soucier. J'étais debout sur eux. De l'autre côté. Le froid m'a transpercé. Je l'ai senti dans ma poitrine plus que sur ma peau. Les mots, seulement les gens importants aujourd'hui, flottaient dans l'air comme s'ils étaient faits de glace. Je n'ai pas sonné à nouveau. Je n'ai pas frappé. Je me suis simplement retourné et je suis retourné à ma voiture. Mes bottes frappant le trottoir trop fort. Mes yeux me piquaient, mais le froid a séché les larmes avant qu'elles ne puissent tomber. Au moment où j'ai ouvert la portière de la voiture, mes mains tremblaient trop pour tenir le dessert stable. Je suis resté assise sur le siège du conducteur, regardant sa maison, brillant de lumière chaude, remplie de voix qui me semblaient soudain étrangères. Mon propre père m'avait mise à la porte pour Noël. Pour Lily, pour Emma, pour Jonathan, pour des gens qui le connaissaient depuis une poignée d'années, alors que je le connaissais toute ma vie. J'ai conduit jusqu'à la maison avec la radio éteinte, incapable de supporter une seule chanson joyeuse. Le goût de l'humiliation s'accrochait au fond de ma gorge. Mon appartement m'a semblé plus petit que d'habitude quand je suis entré. J'ai posé le dessert sur le comptoir et je l'ai laissé intact. Mes mains tremblaient encore. Mon esprit n'arrêtait pas de rejouer le moment où mon père a crié à travers la porte « Va-t'en ». Seulement les gens importants. Je suis entré dans le salon et je me suis affalé sur le tapis devant la photo encadrée de ma mère. Son sourire sur cette photo avait toujours été une sorte de réconfort pour moi, quelque chose de chaleureux et d'inébranlable. Ce soir, ça faisait mal de la regarder.
Ça faisait mal d'imaginer ce qu'elle dirait si elle avait été là. J'ai pressé mes doigts contre le bas du cadre et j'ai chuchoté dans l'appartement silencieux. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai dû le dire encore et encore sans m'en rendre compte. La question tournait en boucle en moi comme un battement de cœur que je ne pouvais pas contrôler. Mon manteau était encore sur moi. Mon écharpe était encore autour de mon cou. J'avais l'impression que si je bougeais d'un centimètre, tout en moi se déverserait. Je suis restée assise là pendant longtemps, assez longtemps pour que le chauffage bourdonne pendant un autre cycle. Assez longtemps pour que les voisins de l'autre côté de la cour éteignent leur lumière une par une. Et dans le silence, une petite pensée s'est glissée. Je me suis demandé ce que les autres faisaient quand des moments comme celui-ci les trouvaient. Des ruptures, des trahisons, des familles qui les coupaient. Je me suis demandé s'ils étaient debout devant l'évier, en train de plier du linge ou de rentrer du travail en voiture, sans s'attendre à ce que leur monde entier bascule. Je ne sais pas ce que vous faites en ce moment en écoutant mon histoire. Mais à ce moment précis, j'étais assise sur le sol de mon salon, portant toujours mon manteau, regardant la photo de ma mère et essayant de respirer malgré le sentiment que quelque chose dans ma vie s'était fracturé de manière irréparable. Et si vous restez avec moi tout au long de cette histoire, vous verrez comment cette nuit n'était que le début. Ce qui s'est passé après a été bien pire avant que la vérité ne remonte enfin à la surface. Je suis restée assise là, chuchotant la même question à la photo devant moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais la vérité se dirigeait déjà vers moi, changeant de forme dans l'obscurité, se préparant à se montrer d'une manière que je n'aurais jamais pu prédire. Le lendemain matin, la lumière qui filtrait à travers mes stores semblait trop vive. Je m'étais endormi sur le sol du salon avec mon manteau encore sur moi et ma joue pressée contre le tapis. Quand je me suis enfin redressé, tout en moi semblait raide et creux, comme si ma poitrine avait été vidée par la nuit précédente. Je suis resté assise là, regardant la photo de ma mère un long moment, laissant le silence s'imprégner. Puis mon téléphone a commencé à sonner sur le comptoir de la cuisine. Le son a traversé le silence comme une lame tranchante. Je me suis levé lentement, je me suis approché et j'ai regardé l'écran. Papa. Mon estomac s'est noué. Une partie de moi pensait qu'il appelait peut-être pour s'excuser ou au moins pour expliquer ce qui s'était passé la veille. Peut-être qu'il regrettait de m'avoir crié dessus. Peut-être qu'il prévoyait de dire qu'il avait été dépassé ou confus ou n'importe quoi qui ressemblait à de l'inquiétude pour ce qu'il avait fait. J'ai répondu avant même de pouvoir dire bonjour. Il a commencé à parler. Il semblait vif, presque joyeux, comme si la nuit précédente n'avait jamais eu lieu. Il m'a dit qu'il avait besoin de la clé du chalet. Il a dit que Jonathan pensait que le chalet pourrait bénéficier d'une rénovation majeure pour augmenter sa valeur. Il a dit qu'il voulait le préparer pour le mariage d'Emma afin que tout l'événement soit spécial et élégant. Après cela, il a expliqué qu'il pourrait le mettre sur Airbnb pour rapporter de l'argent supplémentaire à la famille. Pendant quelques secondes, je suis simplement resté là, le téléphone pressé contre mon oreille, abasourdi au point d'en rester immobile. Le chalet. Ce chalet. Le chalet de ma grand-mère. Le chalet de ma mère. Mon chalet. Il a continué à parler. Son ton était impatient maintenant, comme s'il parcourait une longue liste de choses à faire et que je retardais la prochaine étape. Lily avait mentionné que le chalet serait beaucoup plus utile si toute la famille pouvait y accéder. Elle pensait que le chalet devrait être considéré comme une propriété familiale, quelque chose dont tout le monde pourrait profiter. Il a dit qu'ils avaient besoin de la clé ce matin-là pour que Jonathan et Emma puissent monter et regarder l'agencement. Il a dit tout cela comme s'il ne m'avait pas crié dessus la veille. Comme si je n'étais pas parti de sa porte d'entrée humilié. Comme s'il n'avait pas choisi les gens de Lily plutôt que moi avec à peine un souffle d'hésitation. Il n'y a pas eu d'excuse. Pas un seul mot sur la veille de Noël. Pas un soupçon de regret. La seule chose qui l'intéressait était le chalet. Je suis resté là, agrippant le bord du comptoir de la cuisine. Ma poitrine s'est à nouveau resserrée. Mais cette fois, c'était différent. Pas de la tristesse, pas de la peur, quelque chose de plus vif, de plus silencieux, quelque chose qui ressemblait au début de la compréhension. Je lui ai demandé de quel chalet il parlait, même si je connaissais la réponse. Ma voix est sortie plus douce que je ne le voulais. Il a semblé agacé que je pose même la question. Il a dit, le chalet là-haut à Cedar Hollow, celui que maman aimait tant, celui que tu devrais, selon lui, remettre pour les préparatifs du mariage.
Il a répété qu'il était plus pratique pour la famille d'utiliser le chalet que de le laisser vide sous mon contrôle exclusif. Les mots m'ont frappé au ralenti. Propriété familiale. Pratique. Vide. Contrôle exclusif. Il les a prononcés comme s'ils étaient des faits gravés dans la pierre. Il les a prononcés comme si ma grand-mère n'avait pas donné ce chalet à ma mère dans un moment d'amour. Comme si ma mère ne l'avait pas placé entre mes mains quand elle savait qu'elle ne serait pas là pour me guider vers l'âge adulte. Comme si chaque souvenir construit dans ce chalet ne m'appartenait pas. Il a continué à parler et je n'ai entendu qu'un seul mot se répéter dans ma tête. Chalet, pas Claire, pas Noël, pas désolé, pas ma fille. Chalet. J'ai finalement murmuré que je l'entendais. J'ai dit que j'y réfléchirais et que je le rappellerais. Il s'est opposé. Il a dit qu'il n'y avait pas à réfléchir. Il avait besoin de la clé ce matin. Ils avaient des projets. Il a dit qu'Emma était excitée à l'idée d'un mariage au bord du lac. Il a dit que Jonathan voulait inspecter la plomberie et l'électricité pour commencer à planifier la rénovation. Rénovation. Mon estomac s'est retourné. J'ai imaginé le chalet mis en pièces. J'ai imaginé les étagères en bois faites à la main que ma grand-mère avait construites elle-même arrachées pour quelque chose de moderne. J'ai imaginé les vieilles courtes pointes que ma mère gardait pliées dans le coffre en cèdre jeté de côté pour une nouvelle literie que Lily choisirait dans un catalogue. J'ai imaginé qu'il repeignait les murs, remplaçait les planchers, ajoutait des comptoirs polis et des luminaires à la mode jusqu'à ce qu'il ne reste aucune trace de ma famille. J'avais la nausée. Il a continué à parler. Son ton a changé quand il a réalisé que je n'étais pas assez rapide à accepter. Il a dit que je devais arrêter d'être difficile. Il a dit que le mariage d'Emma méritait d'être parfait. Il a dit que les revenus d'Airbnb pourraient aider tout le monde si j'arrêtais d'être sentimental à propos de cet endroit. Sentimental, le mot s'est logé dans ma gorge comme une pierre. Il a continué, superposant ces mots encore et encore. Propriété familiale, rénovation, Airbnb, mariage parfait, pratique, utile, sentimental, difficile, chalet, chalet, chalet. Je suis resté là, le téléphone à l'oreille, les yeux secs mais brûlants. La lumière du soleil de la fenêtre a atterri sur le crumble aux pommes toujours intactes sur le comptoir. Le même dessert qu'il avait rejeté sans même savoir que je l'avais apporté à sa porte. Mes mains gelées, le cœur ouvert, prêtes à célébrer avec lui. Il n'en a pas parlé. Il ne le ferait jamais. Quand il s'est arrêté pour prendre son souffle, j'ai finalement dit que je devais le rappeler. Il a recommencé à protester. Je l'ai interrompu. Ma voix est sortie plate et stable d'une manière qui m'a surprise. J'ai dit que je rappellerais. Puis j'ai raccroché avant qu'il ne puisse argumenter. Le silence qui a suivi m'a semblé immense, comme si l'espace entre moi et mon père s'était tellement étiré que je n'étais pas sûr qu'un pont puisse jamais exister à nouveau. J'ai posé le téléphone. Mes mains tremblaient à nouveau, mais différemment cette fois. Je suis retourné vers le salon. La lumière du matin a frappé la photo de ma mère sur le mur. Son sourire semblait doux, comme si elle comprenait quelque chose que je n'avais pas encore pleinement accepté. Je me suis souvenu du chalet tel qu'elle l'utilisait. Des soirées chaudes, des matins calmes, l'odeur des pins après la pluie. Je me suis souvenu des étés que nous passions à lire sur le porche, des hivers où nous nous asseyions près de la cheminée avec des couvertures sur les jambes, des nuits où le vent faisait trembler les fenêtres et où elle me tenait la main jusqu'à ce que je m'endorme. Je me suis souvenu du jour où elle m'a dit que le chalet serait à moi. Elle l'a dit doucement, comme si elle savait ce que cela signifiait pour moi. Elle a dit que je comprendrais un jour pourquoi elle voulait qu'il reste à mon nom. Elle m'a dit que j'avais besoin de quelque chose qui m'appartiendrait toujours, peu importe à quoi la vie ressemblerait plus tard. Maintenant, je commence à comprendre. Maintenant, ça fait mal d'une manière que je n'avais pas prévue. J'ai fait les 100 pas dans l'appartement pendant un moment. Mon esprit tourbillonnait entre les souvenirs et l'appel de mon père. La façon dont il me parlait semblait répétée, comme s'il avait déjà décidé que je dirais oui, comme s'il avait été convaincu par quelqu'un d'autre que le chalet ne m'appartenait pas vraiment, mais à lui, à Emma, à Lily, à Jonathan. Je pouvais entendre la voix de Lily dans ses mots, calme, poli, raisonnable en surface. La façon dont elle parlait d'équité, la façon dont elle encadrait chaque conversation comme si elle offrait un cadeau plutôt que de prendre quelque chose. Je pouvais imaginer les conversations qu'ils avaient eues à huis clos, les petites suggestions, la logique qui n'était pas du tout de la logique,
la façon dont elle aurait pu se pencher et dire quelque chose comme « c'est du gaspillage de laisser Claire le garder seul ». Mes doigts se sont resserrés autour de mon téléphone. Quelque chose à ce sujet semblait bizarre. Quelque chose avait changé chez mon père bien avant la veille de Noël, et maintenant les pièces commençaient à se mettre en place. Je me suis rassise sur le sol devant la photo de maman. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, même si je savais qu'elle ne pouvait pas répondre. Je lui ai dit que papa m'avait crié dessus. Je lui ai dit qu'il avait fait comme si de rien n'était. Je lui ai dit qu'il voulait le chalet. Puis j'ai posé la question qui se cachait sous toutes les autres pensées. Pourquoi maintenant? Pourquoi cet intérêt soudain pour un endroit qu'il visitait à peine? Pourquoi cette urgence? Pourquoi cette supposition que je le lui remettrais? Je n'avais pas encore la réponse. Mais je savais une chose avec certitude. Cela n'avait rien à voir avec l'amour ou la famille. Cela avait à voir avec le contrôle et peut-être quelque chose de plus sombre. Quelque chose que je n'avais pas encore découvert. Je suis resté là pendant longtemps. La lumière du soleil s'est déplacée sur le tapis. Le chauffage s'est allumé et éteint. Dehors, une portière de voiture a claqué et quelqu'un a appelé un voisin. La vie continuait autour de moi, mais à l'intérieur, tout semblait suspendu. Finalement, je me suis levé et j'ai essuyé mes mains sur mon jean. Je suis allé à l'évier et j'ai fait couler de l'eau sur le plat à dessert. L'eau a réchauffé mes doigts lentement. J'ai lavé le plat jusqu'à ce que mes mains arrêtent de trembler. Quand je l'ai séché et que je l'ai remis sur l'étagère, quelque chose en moi s'est calmé. Pas la paix, pas la clarté, quelque chose de petit et de stable, comme le début de la résolution. Je suis retourné à la table de la cuisine, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé l'écran un long moment et j'ai chuchoté à moi-même sans même y penser, il ne s'agit pas seulement d'un chalet. Puis j'ai pris une inspiration et je l'ai rappelé. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Claire, sa voix est sortie tendue comme s'il avait fait les 100 pas. Alors, la clé? J'ai dégluti. Ce ne sera pas un oui rapide, ai-je dit. Je dois d'abord vérifier certaines choses. Quelles choses? Il avait déjà l'air irrité. Tu réfléchis trop. C'est un chalet, pas une affaire de tribunal. Jonathan est prêt à y monter aujourd'hui. Emma fait des projets. Tu es la seule à nous retenir. Les mots « nous retenir » ont atterri durement. Mes doigts se sont crispés plus fort autour du téléphone. Papa, ai-je dit lentement. Cet endroit n'est pas juste un actif que tu peux déplacer sur une feuille de calcul. Il est lié à maman, à grand-mère, à moi. Je ne remets rien avant de m'être assuré de comprendre exactement où j'en suis. Tu es dramatique, a-t-il lâché. Lily pense que, je l'ai interrompu avant de pouvoir m'arrêter. Je me fiche de ce que Lily pense en ce moment. La ligne est devenue très silencieuse. Quand il a de nouveau parlé, sa voix avait baissé. Claire. J'ai pris une inspiration, me ressaisissant. Je ne dis pas non, ai-je dit, et les mots avaient un goût étrange parce qu'une grande partie de moi voulait déjà dire exactement cela. Je dis que je te rappellerai après avoir vérifié quelques petites choses. C'est tout. Il a expiré brusquement, frustré. D'accord, mais ne traîne pas. Nous n'avons pas tout le temps du monde. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté là, dans la cuisine, le téléphone toujours pressé contre mon oreille, sentant l'écho de son impatience flotter dans l'air. Un long moment, j'ai fixé l'écran vide. Puis j'ai glissé le téléphone dans ma poche et je me suis dirigé vers le petit bureau intégré dans le coin de mon salon. Le tiroir du bas coinçait un peu, comme il l'avait toujours fait, et la résistance familière m'a en fait calmé. Je l'ai ouvert et j'ai sorti le dossier vert délavé où je gardais tous les papiers importants dont ma mère m'avait autrefois parlé. Elle avait toujours dit, garde tes documents là où tu peux les trouver lors de ton pire jour. Je n'avais jamais imaginé que mon pire jour ressemblerait à ça. J'ai apporté le dossier à la table de la salle à manger et j'ai étalé son contenu, les enveloppes légales, les photocopies avec des tampons en relief, les notes manuscrites, ma vie sous forme de papier. J'ai commencé par la date où tout s'est brisé, l'année de la mort de ma mère, 2018. J'avais 24 ans. Je pouvais encore voir la chambre d'hôpital. La façon dont la lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les stores. La façon dont mon père se tenait à la fenêtre, les épaules courbées comme s'il avait soudain vieilli de 10 ans en une semaine. Après les funérailles, alors que je traversais encore les jours comme un fantôme,
il m'avait pressé de rencontrer son avocat en ville. Tu dois savoir ce qu'elle voulait, avait-il dit à l'époque, sa voix plus douce qu'elle ne l'était maintenant. Elle ne voulait pas que tu sois confuse. J'étais assise sur une chaise raide dans un petit bureau avec des diplômes au mur pendant que l'avocat expliquait le testament de ma mère. Il n'y avait pas grand-chose. Quelques économies, sa voiture, des bijoux avec plus de valeur sentimentale que financière. Mais quand il est arrivé au chalet, sa voix a légèrement changé. Votre mère a été très claire à ce sujet, avait-il dit. Elle a écrit que le chalet devait vous revenir spécifiquement, non pas comme partie d'un patrimoine partagé, mais comme votre bien propre. À 24 ans, mon cerveau était encore embrumé par le chagrin. J'ai hoché la tête, ne saisissant pas pleinement le poids de ce que cela signifiait. J'avais juste pensé que c'était gentil de sa part de vouloir que j'aie notre endroit spécial. Je n'avais pas du tout pensé au remariage, à l'héritage ou à l'opinion de quelqu'un d'autre. 2 ans plus tard, au début de 2020, j'étais assise dans le même bureau, signant les papiers qui rendaient cela officiel. J'avais alors 26 ans. Je me souviens que ma main avait un peu mal à force de toutes les signatures. Mon père était assis à côté de moi dans un pull gris, regardant tranquillement. « Ta mère serait fière de toi », avait-il dit après, alors que nous marchions vers le parking. « Tu as géré ça comme une pro. » Le titre de propriété du chalet avait été entièrement transféré à mon nom. Aucune mention de lui. Aucune clause supplémentaire, juste mon nom sur cette ligne. Cette même année, quelque part cet été-là, il a rencontré Lily à un barbecue de l'église, et en quelques mois, ils étaient inséparables. À la fin de cette année, il avait 61 ans et était remarié, vivant dans une maison décorée avec goût de l'autre côté de la ville, qui ne semblait contenir aucune trace de ma mère. J'ai regardé les dates sur les documents devant moi. 2018-2020. La chronologie était claire d'une manière que je n'avais jamais pris la peine de remarquer auparavant. Ma mère est morte. Le chalet m'est revenu. Ce n'est qu'après cela que la vie de mon père a pris une nouvelle direction. Le chalet n'était jamais passé entre ses mains, pas une seule fois. Si un avocat traçait une ligne de propriété, elle irait de ma grand-mère à ma mère à moi. Mon père n'apparaissait nulle part sur cette ligne. Lily certainement pas. Ni Emma ni son fiancé. C'était une vérité si simple, mais d'une manière ou d'une autre, j'avais failli laisser d'autres personnes m'en dissuader. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai regardé le plafond, laissant la réalité s'installer. Chaque mot que papa m'avait jeté ce matin sur la propriété familiale sonnait différemment maintenant. Toute cette pression n'était pas étayée par des faits. Elle était étayée par des suppositions et un sentiment de dû. Et ce n'était pas seulement le sien. J'ai commencé à rejouer de plus petites scènes dans mon esprit, de petites remarques désinvoltes de l'année écoulée qui m'avaient échappé à l'époque. Il y a eu ce barbecue à la fin de l'été quand je suis allé chez papa et Lily. Le grill fumait dans le jardin. Lily avait disposé des assiettes et des serviettes assorties comme si nous organisions une séance photo pour un magazine. Emma était arrivée en retard, entrant en trombe avec son sac de créateur et parlant sans arrêt de sa bague de fiançailles et de son tableau de mariage sur une application. À un moment donné, nous étions tous sur la terrasse et elle s'était tournée vers moi avec ce sourire éclatant et légèrement acéré qu'elle portait quand elle pensait être intelligente. « Tu sais, Claire, c'est un peu fou que tu gardes tout ce chalet pour toi », avait-elle dit en riant comme si c'était une blague. « C'est un si grand endroit pour une seule personne. Pense à toutes les belles choses que nous pourrions en faire si c'était vraiment un espace familial. » Je me souviens m'être senti un peu piqué, mais j'avais ravalé ma salive. Je lui ai dit que je ne le gardais pas pour moi. J'aimais juste le calme. C'était là que maman et moi passions notre temps, que je ne voulais pas transformer chaque recoin de ma vie en projet de groupe. Elle avait haussé les épaules, les yeux glissant au-delà de moi comme si elle n'entendait pas vraiment ce que je disais. « Tu es trop attaché au passé », avait-elle lancé légèrement. La vie continue. Puis Jonathan s'était joint à la conversation, prétendant offrir des conseils amicaux. Il avait sorti son téléphone et avait commencé à énumérer les tarifs à la nuitée qu'il avait vus pour des chalets près de Cedar Hollow. « Tu rates quelque chose, Claire ?» avait-il dit en secouant la tête avec une incrédulité feinte. « Tu pourrais gagner beaucoup d'argent les week-ends. Je travaille dans l'immobilier. Je sais de quoi je parle. Je pourrais t'aider à le mettre en place. Pas de problème. Nous pourrions gérer les réservations, gérer toutes les choses qui semblent compliquées. Tout ce que tu aurais à faire, c'est de remettre la clé.
À l'époque, j'avais un peu ri et dit « merci, mais non merci ». Je lui avais dit que je voulais que le chalet reste un endroit qui ressemblait à la maison, pas une porte tournante d'étrangers. Il avait souri sèchement et avait changé de sujet, mais je me souviens de quelque chose qui a vacillé sur son visage. Un calcul rapide. Puis il y a eu les petites remarques de Lily. Lors d'un appel téléphonique à l'automne. Elle avait évoqué le chalet presque nonchalamment alors que nous discutions des accompagnements de Thanksgiving. « Ton père s'inquiète pour toi là-haut toute seule », avait-elle dit de sa voix douce. Il serait peut-être mieux à long terme si nous envisagions de faire du chalet une propriété familiale plus officielle. De cette façon, tout est clair pour l'avenir. Tu n'aurais pas à porter la responsabilité seule. À l'époque, j'étais en plein milieu d'une échéance de travail et je n'écoutais qu'à moitié. J'avais murmuré quelque chose de non engageant, dit que nous pourrions en parler une autre fois. Puis le sujet a changé et je ne l'ai jamais pressé sur ce qu'elle voulait vraiment dire par « clair ». Maintenant, assise à ma table avec les documents devant moi, ces petits moments s'alignaient comme des pièces de puzzle qui avaient été dispersées au fil des mois. Emma m'a traité d'égoïste sous un vernis de douceur. Jonathan a poussé l'idée d'Airbnb comme un vendeur. Lily parle de responsabilité, de clarté et de sécurité. Tout cela tournant autour de la même cible. Mon téléphone a vibré là où il était posé à côté du dossier. Un texto de papa est apparu sur l'écran. Juste 3 mots. Il me faut la clé. J'ai fixé le message. Le manque de points d'interrogation en disait plus que les mots eux-mêmes. Ce n'était pas une question. C'était une attente. Quelque chose de froid et de net s'est mis en place en moi. Alors, peut-être pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père non pas seulement comme mon parent, mais comme un homme faisant des choix. Des choix influencés par sa nouvelle femme. Des choix qui ne méritaient pas automatiquement mon obéissance silencieuse. J'ai pensé à quel point ce genre de choses était courant, même si les gens n'en parlaient pas beaucoup. Des amis regardant leur héritage changer après un remariage. Des parents plus âgés poussés à signer des papiers qu'ils comprenaient à peine. Des enfants mis à l'écart pendant que de nouveaux conjoints et leurs enfants adultes prenaient le centre des décisions financières. Rien de tout cela n'avait besoin d'être dramatique en surface pour être dangereux en dessous. Peut-être que le fait d'être exclu de Noël n'avait pas seulement été une question d'humeur ou de commodité. Peut-être que c'était une façon de montrer à Lily et Emma qu'il était entièrement de leur côté. Une façon de prouver qu'il les choisirait plutôt que moi, même un soir destiné à la famille. Et une fois qu'il avait franchi cette ligne, à quel point était-il plus facile de repousser la limite suivante, de demander la clé du chalet comme si c'était son dû? J'ai baissé les yeux sur l'écriture de ma mère sur l'une des notes photocopiées. L'avocat m'avait donné une petite ligne qu'elle avait ajoutée, disant qu'elle voulait que j'aie de la stabilité, quoi qu'il arrive dans la vie de mon père. Elle n'avait pas connu les noms ou les visages futurs. Elle connaissait juste la nature humaine. J'ai rassemblé les papiers en une pile nette et je les ai remis dans le dossier. Je n'avais pas encore toutes les pièces du puzzle. Je ne savais pas exactement ce que Lily avait dit à huis clos ou ce que Jonathan et Emma complotaient quand ils regardaient les budgets de mariage et les annonces Airbnb, mais j'en savais assez. Je savais que ce qui m'arrivait n'était pas rare. Je savais que si je restais silencieuse, l'histoire continuerait comme ils l'avaient écrite dans leur esprit. Et je savais une autre chose aussi sûrement que je connaissais mon propre nom. Être poussé de ce Porsche la veille de Noël n'était peut-être pas une explosion émotionnelle. C'était peut-être le premier coup d'un plan beaucoup plus grand. Cette pensée est restée dans ma poitrine comme une pierre pendant que je débarrassais la table et que je remettais le dossier dans le tiroir. J'ai fait les 100 pas dans mon appartement pendant un moment sans vraiment rien voir. De la vaisselle dans l'évier, une couverture dépliée sur le canapé, une plante dans le coin qui avait besoin d'être arrosée. Des choses ordinaires, mais aucune d'entre elles ne semblait réelle. Chaque fois que je passais dans le couloir, mes yeux se tournaient vers ma chambre, vers le vieux coffre en cèdre au pied de mon lit. Je n'avais pas ouvert ce coffre depuis longtemps. Pas depuis les premiers mois après la mort de maman, quand tout ce que je touchais d'elle semblait trop à vif. Pendant un certain temps, je l'avais gardé fermé exprès, comme si le laisser fermé garderait mon chagrin bien rangé, aussi. Maintenant, quelque chose à ce sujet m'attirait. Je suis entré dans la chambre et je me suis tenu au pied du lit, regardant le bois lisse. Ma grand-mère avait donné ce coffre à ma mère quand elle était jeune femme. Maman disait qu'il contenait sa vie en couches. Robe de mariée, vêtements de bébé, lettres, petits morceaux d'histoire qui n'ont jamais fait partie des albums photos.
Je me suis agenouillé et j'ai passé ma main sur le couvercle. L'odeur de cèdre s'est élevée dès que je l'ai soulevé. Ce parfum chaud et profond de vieux bois qui ne disparaît jamais tout à fait. À l'intérieur se trouvaient les choses que j'avais rangées après que nous ayons vidé la maison de maman. Une courte pointe pliée qu'elle avait cousue quand j'étais adolescente, quelques-unes de ses écharpes, une boîte à bijoux avec un fermoir cassé, une pile de cartes d'anniversaire et de vacances, et près du fond, sous un pull usé qui lui ressemblait encore. Il y avait une enveloppe avec mon nom dessus. Mon cœur a fait un petit bond douloureux. J'ai reconnu son écriture instantanément. J'avais presque oublié cette lettre, mais dès que je l'ai vue, je me suis souvenu du jour où elle me l'a donnée. C'était l'année avant sa mort, en 2017. Elle était déjà malade, se déplaçant plus lentement, les cheveux plus fins sous son bonnet en tricot préféré. Nous étions assises à sa table de cuisine quand elle a fait glisser l'enveloppe vers moi. Elle m'avait dit, « Tu n'as pas à la lire maintenant. Garde-la juste en lieu sûr pour plus tard. » Je n'avais pas voulu penser à plus tard. À 23 ans, plus tard signifiait un monde où elle n'était pas là, et j'avais eu trop peur d'ouvrir quoi que ce soit qui reconnaissait cela. Alors, je l'ai rangée. D'abord dans un tiroir de mon ancien appartement, puis dans ce coffre quand j'ai déménagé, me disant toujours que je la lirais quand je me sentirais assez forte. Apparemment, ce jour était aujourd'hui. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai tenu l'enveloppe un moment, sentant la légère rugosité du papier sous mes doigts. Mon nom est écrit là, dans son écriture en boucle. Claire, à l'encre bleue qui n'avait que peu pâli. Ma gorge s'est nouée. J'ai glissé un doigt sous le rabat et je l'ai ouverte. Les premières lignes étaient simples. Elle écrivait sur le temps, sur les traitements, sur le fait de se sentir fatiguée. Elle s'excusait de ne pas toujours être joyeuse. Même quand elle essayait, lire ces mots m'a piqué les yeux, car même quand elle souffrait, elle s'inquiétait toujours de la façon dont son humeur m'affectait. En descendant la page, son ton a changé. Il est devenu plus délibéré, plus comme si elle me guidait à travers quelque chose d'important. Elle a écrit qu'elle ne savait pas à quoi ressemblerait l'avenir après son départ. Elle ne savait pas si papa se remarierait un jour. Elle ne savait pas si une femme nommée Lily apparaîtrait ou s'il y aurait des beaux enfants ou de nouvelles familles ou quoi que ce soit de ce genre. Elle a dit qu'elle n'avait pas de boule de cristal et ne voulait pas faire semblant. Mais elle savait une chose. Elle savait que lorsque les gens meurent et que de l'argent ou des biens sont en jeu, les choses peuvent devenir étranges. Elle l'avait vu chez ses propres parents. Elle a dit que des cousins avaient cessé de se parler pour un lopin de terre, qu'un frère s'était senti floué lorsque leurs parents avaient changé un testament. De bonnes personnes deviennent froides lorsqu'elles commencent à croire qu'elles ont droit à quelque chose. Elle a écrit qu'elle aimait mon père, qu'il avait été un bon mari pour elle, qu'elle n'écrivait pas par suspicion ou par colère. Elle a dit qu'elle ne l'accuserait jamais de mauvaises intentions qu'il n'avait pas montrées. Cette partie m'a serré la poitrine parce que je pouvais entendre son équité, même dans une lettre écrite depuis un lit de malade. Puis elle a ajouté que l'amour n'annule pas le besoin de pragmatisme. Elle m'a rappelé que le chalet venait de sa mère. Ma grand-mère le lui avait donné avec l'espoir qu'il serait toujours un endroit sûr pour les femmes de notre famille, un endroit où nous pourrions respirer si la vie devenait trop étouffante, un endroit qui ne dépendait des choix de personne d'autre. Elle a écrit qu'elle voulait honorer cela. Elle voulait que j'aie quelque chose à moi, pas quelque chose que je partageais par défaut avec un futur partenaire ou avec la potentielle nouvelle épouse de mon père, un endroit sur lequel je pouvais décider selon mes propres termes. Elle avait donc demandé à l'avocat de structurer les choses de cette façon, le chalet pour moi, à mon nom, pas comme partie d'impôt qui pourrait être divisée plus tard en fonction de qui était dans la vie de papa. Elle a écrit qu'elle n'essayait pas de l'exclure. Il aurait toujours son travail, ses économies, sa retraite, mais le chalet, a-t-elle dit, lui semblait être à elle de le donner, et elle voulait me le donner proprement, sans condition. J'ai senti les larmes couler sur mon visage en lisant. Dans un paragraphe, elle reconnaissait directement que mon père pourrait un jour retrouver une compagne. Elle a dit qu'elle espérait sincèrement qu'il ne serait pas seul pour toujours. C'était un homme sociable. Elle m'a rappelé, être veuf pouvait être sa propre forme de cruauté. S'il se remariait, elle espérait que sa nouvelle partenaire serait gentille avec moi. Elle espérait qu'il me traiterait équitablement et avec amour. Puis elle a ajouté une ligne qui m'a obligé à arrêter de lire une minute. Mais juste au cas où, a-t-elle écrit, juste au cas où la gentillesse ne dure pas ou que les circonstances changent d'une manière que je ne peux pas prédire, je veux que tu aies quelque chose de solide sous tes pieds. Quelque chose qui ne peut pas être balayé d'un revers de main à une table de fête.
J'ai posé le papier sur mes genoux et j'ai fermé les yeux un instant. L'image de la porte d'entrée de mon père m'est revenue en mémoire. La couronne, la lumière chaude des fenêtres. Sa voix me disant de partir parce que seules les personnes importantes étaient autorisées ce soir-là. Je le voyais maintenant à travers le prisme de ses mots. Ne peut pas être balayé d'un revers de main à une table de fête. Elle n'avait pas connu les détails, mais elle en avait prévu la possibilité. Pas de cette scène exacte, pas de Lily, Emma et Jonathan spécifiquement, mais de la pression, de quelqu'un décidant que ce qui était à moi devait être sujet à négociation. J'ai essuyé mon visage et j'ai continué à lire. Dans la dernière partie de la lettre, elle s'est adressée directement à moi. Elle a dit que j'avais toujours eu un cœur tendre, que j'essayais de voir le meilleur chez les gens, que j'avais une faiblesse pour donner trop de chance. Elle a dit que c'était de bonne qualité à bien des égards, mais qu'elle pouvait aussi me faire du mal si je n'étais pas prudente avec l'argent et les biens. Elle a écrit qu'en ce qui concernait le chalet, elle voulait que je m'exerce à être ferme. Elle m'a rappelé que dire non à la demande de quelqu'un n'était pas la même chose que de le rejeter en tant que personne, que refuser de remettre les clés d'un endroit qu'elle avait sacrifié pour préserver pour moi n'était pas cruel, même s'ils appelaient ça de l'égoïsme. Elle m'a dit que si je me sentais un jour sous pression, je devais l'imaginer debout à côté de moi, secouant doucement la tête. Il y avait une ligne près de la fin qui m'a marqué comme si elle avait été écrite en lettres de feu. Un jour, tu te trouveras peut-être dans une pièce où des gens que tu aimes parleront de ce chalet comme d'une ressource qu'ils devraient tous partager. Quand ce jour viendra, je veux que tu te souviennes que ceci était à moi, puis à toi par mon choix, non par leur permission. Elle a terminé la lettre par quelques lignes plus douces. De petits souvenirs, un rappel qu'elle m'aimait plus que n'importe quelle dispute sur des biens. Elle a signé avec un cœur tremblant sous son nom, comme si sa main avait été fatiguée. Je suis resté assis sur le lit, tenant les pages, l'odeur de cèdre m'enveloppant. J'avais l'impression qu'elle était dans la pièce. Pas comme un fantôme, pas de manière effrayante, mais comme une présence stable. La même femme qui s'asseyait avec moi à cette table de chalet, me vernissait les ongles pendant que le vent rugissait dehors. La même femme qui m'a appris à équilibrer un chéquier et à lire un contrat de location. Pratique et aimante à parts égales. Il n'y avait aucun indice dans ces mots que papa avait été infidèle ou cruel de son vivant. Pas d'accusation cachée, pas d'amertume, juste de la prudence, juste de l'attention. Juste une femme qui avait vu assez de la vie pour savoir que les circonstances changent et qu'une fille a besoin de quelque chose sur quoi elle peut compter. Pendant quelques minutes, je me suis permis de penser à la version des événements que Lily raconterait si elle voyait un jour cette lettre. Elle dirait probablement que je l'interprétais mal. Que l'inquiétude de maman pour l'avenir ne signifiait pas que le chalet devait rester uniquement à mon nom pour toujours. Que les familles évoluent, que c'était égoïste de laisser une lettre datant d'années dicter les décisions actuelles. Peut-être que dans une autre vie, j'aurais cru cela, mais maintenant j'en sais trop. J'avais les dates. J'avais les documents légaux. J'avais les mots de Marie qui résonnaient dans ma mémoire à propos de Lily, Emma et Jonathan posant des questions sur la route du chalet. Et maintenant j'ai ça. La propre écriture de maman confirmant que l'arrangement n'était pas un accident ou un oubli. C'était intentionnel. C'était sa façon de veiller encore sur moi des années après avoir su qu'elle serait partie. J'ai plié la lettre avec soin et je l'ai remise dans l'enveloppe, mais je ne l'ai pas encore rangée. Je l'ai tenue dans mes mains pendant un long moment, sentant son léger poids. Quelques feuilles de papier, mais plus lourdes que tout ce que mon père avait dit au téléphone. À ce moment-là, quelque chose en moi a de nouveau changé. Jusque-là, une partie de moi se demandait encore si je ne réagissais pas de manière excessive. Si je ne lisais pas de la malveillance là où il n'y avait que de la maladresse, si je ne faisais pas toute une histoire d'un Noël affreux et d'un mauvais appel téléphonique. La voix de ma mère sur ces pages me disait que non. Elle avait déjà vu ce genre d'histoire. Elle m'avait construit un bouclier sans savoir exactement de quoi il me protégerait. Elle m'avait fait confiance pour l'utiliser le moment venu. J'ai regardé la lettre, puis le coffre en cèdre fermé, puis de nouveau vers la porte qui menait à ma cuisine où mon téléphone attendait sur la table. Pour la première fois depuis que tout cela a commencé, je ne me sentais pas comme une enfant effrayée prise entre son père et sa nouvelle famille. Je me sentais comme une femme détenant la preuve que sa vie n'avait pas à être réécrite par les plans de quelqu'un d'autre. Maman avait vu plus loin dans l'avenir que je ne lui en avais jamais accordé le crédit. Et maintenant, c'était à mon tour de décider quoi faire de l'avertissement qu'elle avait laissé derrière elle. Je suis resté assise sur le bord du lit pendant un long moment après avoir replié la lettre de maman dans son enveloppe.
La lumière de l'après-midi avait changé au moment où je me suis enfin levé, mes jambes raides d'être resté assis si longtemps. J'ai placé doucement l'enveloppe sur ma table de chevet comme si c'était quelque chose de vivant, quelque chose qui nécessitait une manipulation soigneuse. Puis je suis sorti dans le salon et je me suis assise sur le canapé, regardant dans le vide. J'avais prévu de rappeler papa tout de suite, armé de la vérité. Mais un instinct en moi a murmuré, « Attends, ne bouge pas encore. Il y a plus que tu ne vois pas. » J'étais toujours assise là, dans cet étrange silence suspendu, quand mon téléphone a sonné. L'écran s'est allumé avec un nom que je n'attendais pas. Mary Collins, la vieille voisine de ma grand-mère à Cedar Hollow. C'était le genre de femme qui ne manquait jamais un détail sur son petit bout de route de montagne. Mon cœur a cogné une fois, puis s'est calmé. J'ai répondu. « Claire, ma chérie », a-t-elle dit de sa voix vive et directe. « J'espère que ce n'est pas un mauvais moment. » J'ai hésité, puis j'ai dit honnêtement, la matinée a déjà été difficile. Que se passe-t-il? Elle a expiré et je pouvais presque l'imaginer ajuster le téléphone contre son épaule, probablement assise à sa table de cuisine avec une tasse de thé. J'ai quelque chose que je pense que tu devrais savoir, a-t-elle dit. Quelque chose à propos de ton chalet. Le mot « chalet » a envoyé une ligne froide le long de ma colonne vertébrale. Je me suis redressé. Emma était ici la semaine dernière, a dit Marie. Elle a fait une pause juste assez longue pour que le poids de ses mots s'installe. Elle est venue. Elle voulait savoir depuis combien de temps ton père possédait l'endroit, voulait savoir s'il avait déjà mentionné mettre son nom sur l'un des papiers. Je lui ai dit que ta grand-mère l'avait laissé à ta mère et que ta mère te l'avait laissé. Elle n'a pas semblé satisfaite de cette réponse. J'ai fermé les yeux. Marie a continué. Puis, 2 jours après, se fiancer à elle, comment s'appelle-t-il? Jonathan. Il s'est arrêté pour me demander si je savais si des documents avaient déjà eu besoin d'être mis à jour. Il a dit qu'il aidait votre famille à mettre les choses en ordre pour le mariage et qu'il voulait vérifier si le chalet devait être transféré en bien commun ou quelque chose comme ça. Elle a laissé échapper un rire sec. Je lui ai dit que ce n'était pas mes affaires et certainement pas les siennes. Mes doigts se sont resserrés autour du téléphone. Mon rythme cardiaque s'est accéléré dans mes oreilles. Elle a poursuivi, et encore une chose. Lily est passée le mois dernier. Elle a dit que c'était juste de la curiosité de voisinage, mais elle posait des questions sur la valeur du chalet. A demandé s'il avait déjà fait partie des biens matrimoniaux de tes parents ou s'il était séparé. Je lui ai dit ce que je savais. Que ta mère tenait à le garder dans sa lignée. Mais la façon dont Lily a posé ces questions, ça ne m'a pas plu. Ça semblait trop pointu. J'ai senti quelque chose en moi devenir très immobile. Pas choqué, pas surprise, juste immobile. Comme si j'attendais une confirmation sans le savoir. Marie a dû sentir le silence s'étirer de mon côté. Claire, a-t-elle dit doucement, je ne veux rien déclencher, mais j'ai vécu dans ces montagnes longtemps. J'ai vu des familles se disputer jusqu'à des situations amères pour des terres, des chalets, des limites de propriété. Ce que je te dis, c'est qu'ils ont posé des questions qui n'ont de sens que si quelqu'un prévoit de te déposséder. J'ai dégluti. Ma gorge était serrée. Ça rend les choses plus claires, ai-je réussi à dire. Vu comment les choses se sont passées, je pense que tu as raison. Maintenant, je n'ai rien à voir dans tes affaires personnelles, a-t-elle dit. Mais écoute-moi. Ces gens tournent autour de ce chalet comme si c'était de la viande fraîche. Ne les laisse pas te dire ce qui t'appartient. Je l'ai remerciée. Elle a insisté pour que je l'appelle si j'avais besoin de quoi que ce soit et a raccroché. Je suis resté assise dans le silence de mon appartement après l'appel, mon téléphone toujours à la main, mon esprit tourbillonnant alors que les dernières pièces se mettaient en place. Tout s'alignait trop nettement pour être ignoré. D'abord, Emma essayant d'établir une chronologie de la propriété, essayant de trouver une faille, essayant de voir si elle pouvait argumenter que mon père avait une part dans le chalet. Ensuite, Jonathan prétendant aider à la planification du mariage, mais en réalité cherchant des failles juridiques. Agissant comme si les formalités de transfert seraient une solution rapide. Agissant comme si me forcer à coopérer était normal. Puis Lily posant des questions sur la valeur, sur la classification des biens matrimoniaux, sur le fait de savoir si le chalet avait déjà été intégré à une sorte de propriété partagée. Individuellement, chaque question aurait pu passer pour de la curiosité. Ensemble,
elles formaient une ligne droite visant un seul but. Faire du chalet un bien familial, puis en faire le leur. S'il pouvait convaincre mon père qu'il lui appartenait déjà, même émotionnellement, alors tout le reste se mettrait en place. Emma aurait le lieu de mariage de ses rêves sans payer un centime. Jonathan obtiendrait un projet de rénovation où il contrôlerait l'argent. Il le transformerait en un Airbnb où il gérerait les réservations et empocherait les revenus. J'ai de nouveau imaginé le chalet. J'ai imaginé qu'ils arrachaient les vieilles armoires. J'ai imaginé la baignoire sur pied remplacée par quelque chose de moderne. J'ai imaginé Emma posant sur le porche pour des photos de mariage, parlant de la chance qu'elle avait que sa famille ait une si belle propriété. J'ai imaginé Jonathan calculant les marges bénéficiaires dans la cuisine de ma grand-mère. Il ne s'agit pas seulement d'un chalet. Les mots se sont répétés dans mon esprit. Il s'agit d'eux décidant que j'étais sacrifiable. Mon exil de la veille de Noël n'avait pas été un accident. C'était stratégique. S'ils pouvaient m'exclure émotionnellement, il serait plus facile de m'exclure financièrement. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre, pressant ma main contre la vitre. Dehors, un jeune couple promenait son chien. Ils avaient l'air normaux, calmes, comme si leur week-end commençait comme les week-ends devraient commencer. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que le mien avait été normal. Derrière moi, mon téléphone a vibré. Un autre texto de papa. J'ai besoin de cette clé. Les mots ont frappé différemment cette fois. Avant, ils avaient semblé être de la pression. Maintenant, je savais que ce n'était pas mon père qui était irréfléchi. C'était un plan coordonné, une longue pression. Je me suis détourné de la fenêtre et je suis retourné à la table, reprenant la lettre de maman. Je ne l'ai pas lue, mais je l'ai tenue à deux mains comme une boussole. L'image est complète maintenant. Emma voulait le chalet comme lieu de mariage. Jonathan voulait l'argent de la rénovation et les revenus d'Airbnb. Lily voulait la valeur à long terme intégrée à son mariage. Mon père voulait la paix avec sa nouvelle famille assez désespérément pour prétendre que j'étais l'obstacle. Et si je leur donnais la clé ne serait-ce qu'une fois, l'élan changerait. Ils commenceraient à agir comme si c'était le leur. Ils feraient pression. Ils insisteraient. Ils pointeraient du doigt des compromis. Ils essaieraient de me faire honte de résister. Ils parleraient d'équité tout en m'excluant tranquillement. Le plan avait été élaboré en chuchotement et en demi-phrase, testé lors de barbecue, glissé dans les conversations de vacances, enhardi la nuit où ils m'ont exclu de Noël. Je le comprends maintenant. Tout. Mon cœur s'est serré une fois, comme le dernier verrou s'enclenchant. J'en avais fini d'être poussé. J'en avais fini d'être poli. J'en avais fini de prétendre que je ne connaissais pas le jeu auquel ils jouaient. J'ai attrapé mon téléphone, non pas pour donner une réponse à papa. Pas encore. J'avais besoin d'une étape de plus. J'avais besoin de rassembler toutes les preuves, chaque document, chaque mot, chaque détail qui montrait exactement comment le chalet m'était parvenu et pourquoi il n'était pas à eux de le réclamer. Ensuite, je les affronterais, non pas un par un, tous en même temps. Pour la première fois depuis la veille de Noël, ma respiration était régulière. Chaque pièce du puzzle s'était enfin emboîtée. Et maintenant que je voyais l'image complète, il n'y avait aucune chance qu'ils obtiennent la clé. Il n'y avait aucune chance qu'ils obtiennent la clé. Une fois que cette vérité s'est installée en moi, quelque chose s'est calmé dans ma poitrine. Pas engourdi, pas effrayé, juste stable, comme si une porte s'était fermée et verrouillée de mon côté. Les 2 jours suivants, papa a appelé sans arrêt. Les appels venaient par vagues, comme s'ils tournaient autour de la même demande sous des angles différents. Au début, je les ai laissés aller sur la messagerie vocale, écoutant son irritation s'aiguiser. Il a dit que nous devions avancer. Il a dit qu'il espérait que j'étais revenu à la raison. Il a dit que c'était une question de famille. Le 3e jour, il y avait de la pression sous chaque mot. Le ton d'un homme qui avait promis quelque chose à d'autres et qui avait maintenant besoin que je livre. Cet après-midi-là, alors que je rinçais une tasse à l'évier, mon téléphone a de nouveau vibré. J'ai failli l'ignorer, mais le bourdonnement a continué. Quand j'ai finalement décroché, papa n'a pas perdu une seconde. Il a dit que Jonathan était occupé par la planification du mariage, qu'Emma était stressée, qu'ils avaient besoin de clarté. Il a demandé pourquoi j'insistais pour tout rendre difficile. Sa voix portait le poids de l'attente, pas de l'amour. Il ne m'a jamais demandé comment j'allais,
ni à propos de Noël, ni de la nuit où il m'a crié dessus, ni des jours qui ont suivi. J'ai écouté sans interrompre, ma main posée sur le comptoir. Quand il a fait une pause pour respirer, j'ai répondu calmement. Je lui ai dit que Lily, Emma et Jonathan n'avaient aucun droit de toucher au chalet. Le silence à son bout du fil a duré une demi-seconde avant qu'il n'éclate d'un rire bref et incrédule. Il a dit que je semblais enfantine. Il m'a rappelé qu'il était mon père et que j'avais des responsabilités. Il a dit que le chalet était une propriété familiale et que je devais arrêter d'être égoïste. L'ancienne version de moi se serait effondrée sous ces mots. Je me serais excusé, j'aurais pleuré et je me serais démené pour le rendre moins déçu. Mais la femme qui se tenait dans ma cuisine n'était pas la fille qu'il se souvenait. Sa colère a glissé sur moi comme le vent frappant un mur de pierre. Les documents de ma mère étaient sur ce mur. Les souhaits de grand-mère étaient ce mur. L'avertissement de Marie était ce mur, et la vérité que j'avais découverte sur leur plan était plus forte que la culpabilité. Il a continué, élevant la voix, disant que le chalet faisait partie de notre vie de famille depuis des décennies. Il a dit que j'agissais comme une thésauriseuse. Il a dit, aucune de mes filles ne répondrait de cette façon. Je l'ai laissé vider toutes ces accusations jusqu'à ce que sa voix s'épuise. Puis j'ai pris une inspiration, stable et contrôlée, et j'ai prononcé les 5 mots qui se formaient dans mon esprit depuis des jours. Papa, tu n'as aucun droit. La ligne est devenue complètement silencieuse. Il a prononcé mon nom une fois, doucement et tendu, comme s'il espérait que je reculerais. Mais la vérité s'était déjà trop profondément installée en moi. Je l'ai répété plus lentement. David, tu n'as aucun droit. Je pouvais presque le sentir reculer à travers le téléphone. Il a essayé de se ressaisir, balbutiant des arguments sur lesquels il s'était appuyé pendant des années. Il a dit qu'il était mon père. Il a dit qu'il avait des souvenirs au chalet aussi. Il a dit que maman n'aurait jamais voulu ça. J'ai laissé chaque phrase se briser contre moi avant de répondre. Je lui ai dit que le chalet était passé de grand-mère Rose à maman à moi. Je lui ai dit que son nom n'avait jamais été sur l'acte de propriété. Je lui ai rappelé que l'avocat l'avait dit devant lui en 2020. Je lui ai expliqué la chronologie. Maman est morte en 2018. Le chalet m'a été titré au début de 2020. Il s'est remarié avec Lily plus tard cette même année. Le chalet était à moi bien avant que Lily n'entre en scène. Je lui ai rappelé que cela signifiait que le chalet n'avait jamais été un bien matrimonial dans aucune de ses relations. Que lorsqu'il a mis son alliance avec Lily, le chalet ne faisait partie d'aucune union ni d'aucun vœu. Il a essayé d'interrompre, mais j'ai continué à parler, ma voix aussi stable que possible. Je lui ai dit que tout ce que Lily lui avait chuchoté n'était pas la loi, que le mariage d'Emma ne créait pas de propriété, que les opinions immobilières de Jonathan n'effaçaient pas les limites légales. Que leurs espoirs et leurs projets ne réécrivaient pas magiquement un testament écrit par 2 générations de femmes. Il a changé de tactique. Il a dit, les familles, c'est une question de générosité, pas de paperasse. Que j'oubliais ce que maman aurait voulu. Que je laissais le deuil me transformer en quelqu'un de froid. La mention de ma mère m'a fait mal, mais elle a aussi tout clarifié. Si nous parlions des souhaits de maman, je les avais par écrit. Pas de suppositions, pas d'hypothèses, ses mots, ses décisions. Son intention était que le chalet reste à moi. Je lui ai dit qu'utiliser son nom pour me faire pression n'était pas juste et que ça n'allait pas marcher. Il a réessayé, cherchant autre chose. Il a dit que les revenus d'Airbnb pourraient l'aider dans sa vieillesse. Il a dit qu'il avait travaillé dur toute sa vie et qu'il méritait un peu de confort. Il a dit qu'il s'était sacrifié pour moi et qu'il était maintenant temps que je me sacrifie pour la famille. La carte de la culpabilité à nouveau, familière, prévisible, plus efficace. Je lui ai dit doucement mais fermement que son confort ne dépendait pas de me prendre quelque chose, qu'il avait sa propre maison, ses propres économies, que ce qu'il voulait, c'était la commodité, pas la nécessité, et qu'il n'avait pas le droit de dépeindre mes limites comme de la cruauté. J'ai exposé les 4 points aussi clairement que n'importe quel avocat aurait pu le faire. 1. Le chalet est un héritage direct du côté de ma mère. Il n'appartient qu'à moi. 2. Il ne vous a jamais appartenu légalement. Ni pendant votre mariage, ni après, jamais. 3. Lorsque vous vous êtes remarié avec Lily, le chalet était un bien propre. Rien dans votre nouveau mariage ne l'a touché. 4. Lily, sa fille et son futur gendre n'ont absolument aucune prétention légale, morale,
émotionnel ou pratique sur celui-ci. Leurs désirs ne sont pas des droits. Il respirait lourdement à l'autre bout du fil, comme si chaque point atterrissait physiquement. Puis il a demandé si j'avais vraiment l'intention de nuire à notre relation pour un bien immobilier. C'était la pire partie, qu'il demande comme si le dommage n'avait pas déjà été fait par la porte claquée au nez la veille de Noël. Je lui ai dit que la relation avait été endommagée lorsqu'il avait choisi le confort de quelqu'un d'autre plutôt que ma dignité. Quand il m'a exclu une nuit d'hiver et a fait comme si de rien n'était. Quand il n'a appelé que pour exiger, jamais pour demander. Quand il a cru que les désirs de Lily valaient plus que mon histoire, mes souvenirs, mon héritage. Il n'a rien dit. Je pouvais le sentir chercher un autre angle. Imaginant peut-être Emma contrariée. Peut-être Lily blottie contre lui, chuchotant à quel point j'étais injuste. Peut-être Jonathan insistant sur le fait que le chalet était gaspillé avec moi. Peut-être la honte de leur avoir dit qu'il pouvait livrer quelque chose qu'il n'avait jamais possédé. Mais rien de tout cela ne lui a donné de nouveaux mots. Sa voix était plus petite quand il a finalement parlé. Il a dit que Lily pourrait ne pas me pardonner. Il a dit qu'Emma pourrait me désinviter du mariage. Il a dit que je devrais penser aux conséquences. Je lui ai dit doucement que les conséquences étaient déjà arrivées la veille de Noël quand il m'a dit de partir. Que j'y avais survécu alors et que j'y survivrais à nouveau. Il n'y a pas eu de cri à la fin. Pas de discours final dramatique. Juste le son cassant d'un homme à court d'histoire à se raconter. Il a dit qu'il devait y aller et il a raccroché. Le silence dans ma cuisine était plus lourd qu'avant. Le chagrin est venu en premier, s'installant dans mes côtes. Le chagrin pour le père que je pensais avoir. Le chagrin pour les années où j'ai cru qu'il me voyait. Le chagrin pour les choses que je ne pouvais pas réparer. Mais sous le chagrin, quelque chose de plus fort s'est élevé. La résolution. La certitude. La faible chaleur de me tenir droite pour la première fois de ma vie. Je savais que Lily, Emma et Jonathan n'accepteraient pas cela tranquillement. Je savais que leur plan avait été construit avec soin et qu'ils se battraient pour le sauver. Je savais que la prochaine tempête arrivait, mais pour la première fois, je n'avais pas peur. J'ai attrapé la lettre de maman sur le comptoir, je l'ai tenue contre ma poitrine et j'ai respiré. Le prochain coup était à moi. Le chalet était calme quand je suis arrivé tôt ce matin-là. La neige s'accrochait encore aux branches des pins, les alourdissant comme des épaules fatiguées. L'air avait ce froid vif qui rendait chaque son plus fort. Je me suis tenu sur le porche avec le dossier dans les mains et je me suis permis de respirer une fois avant d'entrer. Je les avais tous invités pour 10 heures. Je ne savais pas s'ils viendraient vraiment, mais quand le gravier a crissé sous le premier jeu de pneus, j'ai senti quelque chose de stable s'installer dans ma poitrine. Le camion de mon père est arrivé le premier. Lily était sur le siège passager, ses lèvres pressées en une fine ligne rose. La voiture d'Emma est arrivée un instant plus tard, sa vieille berline argentée remplie de magazines de mariage sur la banquette arrière. Jonathan est sorti derrière elle, ajustant son manteau comme s'il arrivait pour une présentation commerciale. Un instant, ils sont tous restés dehors, me regardant avec 3 expressions différentes. Mon père avait l'air tendu, déjà sur la défensive. Lily avait l'air méfiante, comme si elle entrait dans une inspection qu'elle pourrait ne pas réussir. Emma avait l'air agacée, comme elle l'était toujours quand quelque chose n'allait pas immédiatement dans son sens. Jonathan avait l'air confiant, trop confiant, le genre d'homme qui pensait que le charme pouvait tout résoudre. J'ai ouvert la porte et je me suis écarté. Nous devrions parler à l'intérieur, ai-je dit. Il fera plus chaud. Personne n'a argumenté. Ils sont entrés un par un, apportant l'air froid avec eux. Quand la porte s'est refermée, je me suis dirigé vers la table de la salle à manger, la même table où maman et moi jouions aux cartes pendant les tempêtes d'hiver. J'ai posé le dossier et je l'ai ouvert lentement. Chaque mouvement semblait lourd, délibéré. Mon père me regardait de près, les yeux plissés de confusion. Et d'autres choses, peut-être de la peur, peut-être de la culpabilité, peut-être les deux. Allons droit au but, a dit Emma en croisant les bras. Nous avons tous des choses à faire aujourd'hui. La façon dont elle l'a dit m'a piqué la peau. Mais j'ai gardé ma voix égale. Nous le ferons. Je veux juste que tout soit clair. Jonathan a laissé échapper un léger soupir, comme s'il était patient avec un enfant. D'accord, Claire. Explique-nous tout. De quoi s'agit-il? J'ai sorti le premier document,
Une photocopie du testament de ma grand-mère. La signature est faible, les bords usés. C'est le testament de ma grand-mère, ai-je dit. Elle a laissé le chalet à ma mère. Seulement à ma mère, pas à mon père, pas à la famille dans son ensemble. À ma mère. Je l'ai posé sur la table. Ensuite, j'ai sorti le testament de ma mère, le document qui était resté dans mon tiroir pendant des années, intact parce que le lire faisait trop mal. C'est de maman, ai-je dit. Elle m'a laissé le chalet, à moi seul. Je l'ai posé à côté du premier document. Puis j'ai ajouté les papiers de transfert de titre de 2020, ne mentionnant que mon nom. Cela montre que le chalet a été entièrement mis à mon nom avant que papa ne se remarie avec Lily. Les épaules de mon père se sont légèrement affaissées. Lily a jeté un coup d'œil vers lui, puis a rapidement détourné le regard. Je n'avais pas fini. J'ai de nouveau mis la main dans le dossier et j'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler jusqu'au fichier audio que Marie m'avait laissé enregistrer pendant notre appel. Je lui avais demandé la permission et elle avait accepté sans hésiter, disant que les gens devaient être prudents lorsque d'autres essayaient de tordre la vérité. J'ai posé le téléphone sur la table et j'ai appuyé sur lecture. La voix de Marie a rempli le chalet, stable et pragmatique. Elle a dit qu'Emma était passée pour demander depuis combien de temps mon père possédait le chalet. Elle a dit que Jonathan voulait savoir quels papiers seraient nécessaires pour transférer le chalet en propriété commune. Elle a dit que Lily était venue le mois précédent, demandant si le chalet avait déjà été un bien matrimonial et combien il pouvait valoir. Leurs réactions ont été immédiates. Le visage de Jonathan est devenu blanc le premier. La confiance s'est vidée de lui en quelques secondes. Sa mâchoire s'est contractée. Ses yeux se sont tournés vers Emma, puis vers Lily, puis vers mon père. Emma s'est levée si vite que sa chaise a raclé le plancher en bois. Sa voix tremblait de colère et de panique. « Pourquoi lui as-tu dit ça ?» a-t-elle crié à Lily. « Pourquoi nous as-tu entraînés dans ce pétrin? Tu nous as dit que ce serait facile. Tu as dit qu'elle n'utilisait jamais le chalet. Tu as dit que ça aurait dû être une propriété familiale de toute façon. » Lily a reculé comme si Emma l'avait giflée. Elle a secoué la tête rapidement. « Je n'ai jamais dit ça. J'ai seulement posé des questions. J'avais juste besoin d'informations. Ne me mets pas ça sur le dos. » Jonathan l'a regardé sèchement. « Alors, tu as posé des questions. Tu nous as dit que c'était essentiellement la propriété de papa. C'est toi qui nous as poussés à examiner les documents. » Les yeux de mon père se sont tournés vers Lily si rapidement que c'en était presque douloureux à regarder. Sa voix était basse, presque un murmure. « Lily, qu'est-ce que tu leur as dit exactement ?» Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle mettait ses cheveux derrière son oreille. Elle a essayé de sourire, le genre de sourire que quelqu'un porte quand il espère que la vérité s'adoucira s'il fait semblant assez fort. « Marc » a-t-elle dit doucement. « J'ai seulement posé quelques questions. Je voulais comprendre la situation. Je n'ai jamais voulu que les choses se compliquent. » Il l'a regardé fixement. Son visage montrait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Il n'était pas en colère. Pas encore. Il réalisait quelque chose. « Lily » a-t-il répété, plus lentement cette fois. « Qu'est-ce que tu m'as dit ?» Elle a détourné le regard. C'était sa réponse. Chaque parcelle de son corps s'est tendue, ses épaules, sa mâchoire, même sa façon de se tenir, comme si le sol sous lui s'était dérobé. Emma est retombée lourdement sur sa chaise. Jonathan se tenait rigide à côté d'elle, fixant le sol comme s'il faisait des calculs mentaux et que chaque nombre sortait faux. Je suis restée assise tranquillement, regardant tout s'effondrer. Ils se sont tous retournés les uns contre les autres dès que la vérité a éclaté. Tous ces petits chuchotements, ces conversations en aparté et ces suppositions confiantes se flétrissant devant la paperasse. Mon père s'est finalement tourné vers moi. Il avait l'air plus vieux que n'importe quel chiffre ne pourrait le mesurer. Sa voix avait une fissure que je n'avais jamais entendue. « Claire, est-ce qu'elle est vraiment venue ici pour s'enquérir de la valeur du chalet ?» J'ai hoché la tête. « Et Emma et Jonathan ?» J'ai de nouveau hoché la tête. Il a fermé les yeux et j'ai vu quelque chose se briser un peu en lui. Pas bruyamment, mais réellement. Le genre de rupture qui vient quand on voit enfin la vérité sur les gens qu'on aime, en qui on a confiance. Il a de nouveau regardé Lily. Sa voix était plus mince maintenant. « M'as-tu menti ?
Elle a secoué la tête rapidement. Trop rapidement. Marc, je n'ai jamais menti. J'ai seulement posé des questions. Je n'ai jamais dit que ça nous appartenait. J'ai juste pensé qu'il fallait en discuter. Discuter, a-t-il dit doucement, n'est pas ce qui s'est passé à Noël. Lily s'est figée. Il savait. Il le voyait enfin. L'humiliation à la porte, les cris, la façon dont il avait si rapidement pris son parti, la façon dont Noël s'était transformé en un mur entre nous parce que quelqu'un d'autre lui avait chuchoté à l'oreille. Lily a ouvert la bouche pour se défendre, mais aucun mot n'est sorti. Elle a regardé de lui à Emma à Jonathan et de nouveau, son expression se fissurant sur les bords. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Chaque pièce qui avait été cachée était maintenant visible sur la table entre nous. Les testaments, le titre de propriété, l'enregistrement, la vérité. Les mains de mon père se sont crispées en poing à ses côtés. Il n'était pas en colère contre moi. Il était en colère contre ce qu'il avait permis. Contre la façon dont il avait réorganisé ses loyautés sans en réaliser le coût. Il a pris une longue inspiration, puis a ouvert les yeux. Ils étaient humides et rouges, mais stables. Je pense, a-t-il dit doucement, que vous trois devez vous expliquer. La pièce est devenue très silencieuse, à l'exception du vent qui frôlait les fenêtres. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'ai vu mon père non pas comme l'homme qui m'a mise de côté, mais comme l'homme forcé de voir les conséquences de l'avoir fait. Et Lily n'avait plus une seule réponse à donner. Le silence dans le chalet semblait lourd, comme si l'air lui-même s'était épaissi. Dehors, le vent frôlait les fenêtres en longue et lente respiration. À l'intérieur, chaque père Dieu semblait chercher quelqu'un d'autre à blâmer. Jonathan a été le premier à bouger. Il a redressé les épaules, a lissé sa cravate d'un geste rapide et agité, puis a de nouveau regardé les documents sur la table. Les testaments, le titre de propriété, mon téléphone avec la voix de Marie qui résonnait encore doucement en arrière-plan avant que j'arrête l'enregistrement. Alors c'est ça, a-t-il dit plus à lui-même qu'à quiconque. Le chalet est vraiment à elle. Emma a secoué la tête vers lui. Elle avait encore l'air abasourdi, son visage marbré par les larmes qu'elle essayait de ne pas verser. Bien sûr qu'il est à elle, a-t-elle lâché. Tu savais qu'il y avait une chance que ce soit le cas. Tu as promis que tu trouverais une solution. Jonathan a tourné son regard vers elle, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose de dur et de froid dans ses yeux qui n'avait rien à voir avec moi. Il n'y avait plus de charme, plus de fausse patience. Trouver une solution, a-t-il répété lentement. Emma, je ne suis pas un magicien. Je ne peux pas fabriquer une propriété là où il n'y en a pas. Tout ce que nous avions prévu dépendait de cet endroit. Le mariage, les photos, les revenus locatifs, tout. Il a balayé la main vers les fenêtres, vers le lac, les grands arbres, le porche que ma grand-mère avait teint elle-même. Sans ce chalet, a-t-il dit, les chiffres ne collent pas. Emma l'a regardé comme si elle ne comprenait pas la langue qu'il parlait. Les chiffres, a-t-elle dit. Tu parles de chiffres en ce moment. Il n'a pas bronché. Qu'est-ce que tu croyais que c'était, a-t-il demandé. L'amour ne paie pas les salles, les lunes de miel et les dettes de cartes de crédit. Nous en avons parlé. Le chalet était censé être notre point de départ. Nous y mettons notre sueur. Ton père en profite pour la famille. Et le reste du temps, c'est une source de revenus. Mon estomac s'est tordu. Entendre la façon dont il a présenté les choses si crûment, sans même essayer de l'adoucir, a rendu tout ce que j'avais soupçonné encore plus sinistre. Emma a secoué la tête, le désespoir montant dans sa voix. Nous pouvons trouver un autre moyen, a-t-elle insisté. Peut-être que nous pouvons encore convaincre Claire. Peut-être que papa peut lui parler. Elle est déraisonnable. C'est tout. Elle s'est tournée vers moi avec des yeux fous. Dis-lui, a-t-elle exigé. Dis-lui que tu vas reconsidérer. Tu as dit que tu aimais papa. Tu ne peux pas sérieusement être prête à faire exploser tout mon mariage pour un chalet. C'est fou. J'ai soutenu son regard. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai déjà donné ma réponse, ai-je dit doucement. Le chalet ne fait pas partie de ce mariage. Jonathan a expiré dans un rire bref et amer. Voilà, a-t-il dit, clair et simple. Il a de nouveau regardé Emma. C'est toi qui as insisté, a-t-il dit.
Tu m'as dit que ton père possédait pratiquement le chalet en tout sauf le nom. Tu as dit que Claire céderait si nous insistions assez fort. Tu as dit que ta mère s'en occupait. Il a hoché la tête vers Lily. Et maintenant, a-t-il poursuivi, il s'avère que rien de tout cela n'était vrai. Il n'y a pas d'actif, pas de levier, rien à exploiter. Emma le regarda, bouche bée. Et alors, dit-elle. On s'adapte. On réduit quelques dépenses. On attend un an de plus. On serre le budget. Les gens font ça tout le temps. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Jonathan la regarda comme si elle suggérait quelque chose d'offensant. Attendre un an de plus, répéta-t-il. Vivre dans cet appartement exigu pendant encore 12 mois. Reporter le remboursement de mes prêts parce que tu veux des fleurs et des cartons de table personnalisés. Ce n'était pas que des fleurs, rétorqua-t-elle. Et tes prêts ne sont pas de ma faute. Il la regarda un long moment. Puis quelque chose dans son expression se brisa complètement. Ce n'est pas pour ça que j'ai signé, dit-il. Les mots restèrent suspendus. Lourd, méchant. Quoi, murmura Emma. Qu'est-ce que tu viens de dire? Jonathan haussa les épaules comme si toute la conversation l'ennuyait. Je ne me marie pas dans le chaos, dit-il. Pas sans la stabilité dont nous avons parlé. Pas de chalet, pas de projet, pas de revenus supplémentaires, juste du stress, du drame et un père qui ne peut pas empêcher sa propre famille de s'effondrer. Il jeta un regard pointu à mon père qui le fit tressaillir. Emma le regarda comme s'il l'avait giflé. Tu me quittes, dit-elle lentement, comme si elle testait la forme des mots. À cause de ça? À cause de la réalité, corrigea Théil. Peut-être que ta famille peut se permettre d'ignorer les chiffres. Moi, je ne peux pas. Je ne vais pas me lier à une situation où chaque promesse s'effondre dès que quelqu'un montre un peu de courage. Il ne m'a pas échappé de qui il parlait par « quelqu'un ». Emma tendit la main vers lui, ses doigts effleurant sa manche. « Jonathan, s'il te plaît, dit-elle. On peut arranger ça. Je vais parler à Claire. Je vais lui faire comprendre. » Il recula. « J'en ai marre d'essayer, dit-il. Je voulais un partenariat, pas un gâchis. » Il se tourna vers la porte sans un mot de plus. Emma émit un petit son brisé, moitié sanglot, moitié incrédulité. Elle fit un pas après lui, puis un autre, mais c'était comme si ses jambes ne voulaient pas la porter jusqu'au bout. Il ouvrit la porte, l'air froid s'engouffra, puis il disparut. Le craquement de ses bottes sur la neige s'estompa dans les escaliers. Puis le bruit de sa voiture qui démarrait flotta dans le silence. La porte se referma d'elle-même. Un instant, je ne pus bouger. Mon cœur me faisait mal pour Emma d'une manière que je n'avais pas tout à fait prévue. Elle avait été cruelle avec moi, avide, pleine de droits. Pourtant, en la voyant là, vide et abasourdie alors que l'homme qu'elle prévoyait d'épouser venait de partir, je ressentis une pointe de quelque chose de brut et d'humain. Mais je ne pouvais pas non plus ignorer la vérité. C'était ce à quoi ressemblait le fait de construire son avenir sur la propriété et les suppositions de quelqu'un d'autre, et de le voir s'effondrer. Emma se laissa retomber sur la chaise comme si ses os avaient disparu. Elle regarda la table, les papiers, le vide. Son visage était devenu pâle. Papa semblait complètement secoué. Il avait suivi la dispute avec des yeux écarquillés, son attention passant d'Emma à Jonathan comme un spectateur à un match pour lequel il ne s'était pas entraîné. Maintenant, il se tourna vers Lily. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Lily se tenait toujours à l'écart, les bras croisés sur sa poitrine, le visage tendu. Elle avait regardé Jonathan partir sans dire un seul mot. Ses yeux étaient sur les documents, pas sur Emma. Papa prit une inspiration. « Est-ce qu'il vient vraiment de quitter ma fille parce qu'elle ne peut pas voler un chalet ?» demanda-t-il doucement. Il y avait un tremblement dans ses mots qui me fit plus peur que sa colère précédente. Lily le regarda enfin. Son expression était compliquée, un mélange d'irritation, de calcul et de quelque chose comme de la résignation. « Il est pratique, dit-elle. Peut-être trop pratique, mais il n'a pas tort sur le potentiel de croissance. Cet endroit aurait pu mettre tout le monde à l'abri. » « Tout le monde qui ?» demanda papa. Il parlait toujours doucement, mais chaque mot avait un tranchant maintenant. « Tout le monde dans cette pièce ou tout le monde que tu considères comme ta vraie famille ?» Lily cligna des yeux. «
Marc, ce n'est pas juste, commença-t-elle. Il ne la laissa pas finir. Non, dit-il. Je ne pense pas que la justice fasse partie de ça depuis un moment. Il montra les documents d'une main tremblante. Tu m'as dit que ce chalet était essentiellement une propriété familiale, dit-il. Tu m'as dit que Claire était égoïste, qu'il était temps qu'elle grandisse et partage. Tu as fait en sorte que j'ai un droit de regard légitime, mais en regardant ça, en regardant les dates, ce qu'Alice a écrit, ce que sa mère a écrit avant elle, rien de tout ça n'était vrai. Rien. Lily ouvrit la bouche, la referma, puis réessaya. J'ai seulement pensé, dit-elle, que ce serait mieux pour tout le monde si les choses étaient consolidées. C'est tout. David la regarda fixement comme s'il la voyait pour la première fois, la voyait vraiment. Est-ce que tu prévoyais de vivre de ce chalet à la retraite, demanda-t-il très doucement. C'était ça le plan? M'épouser, compter l'héritage de ma fille comme le nôtre et espérer qu'elle reste trop coupable pour dire non? Ses yeux brillèrent de colère. C'est insultant, dit-elle. Je t'ai épousé parce que je ne voulais pas être seule. Parce que nous passions de bons moments ensemble. Parce que tu avais besoin de quelqu'un. Il hocha lentement la tête. C'est vrai, dit-il. J'avais besoin de quelqu'un. Et je pensais avoir trouvé une partenaire. Pas quelqu'un qui se tiendrait dans ma cuisine et me convaincrait de jeter ma propre enfant dehors la veille de Noël pour que son chalet soit plus facile à prendre. Emma émit un petit bruit, se recroquevillant comme si les mots l'avaient physiquement frappé. Lily détourna le regard, la mâchoire serrée. C'est toi qui lui as crié dessus, dit-elle. Je ne t'ai pas forcé. Non, dit-il. Mais tu étais derrière moi et tu m'as dit que c'était la bonne chose à faire. Tu m'as dit que Claire était dramatique. Tu m'as dit qu'elle nous retenait. Tu m'as dit que Jonathan pouvait nous aider à gérer le chalet pour en tirer des revenus. Tu as été très clair sur ce que tu voulais, Lily. Il fit une pause. La question est-ce que c'est moi que tu as jamais voulu? Ou est-ce que ça a toujours été cet endroit? Un instant, personne ne respira. Lily le regarda. Le regarda vraiment, et je la vis prendre une décision derrière ses yeux. Non pas pour s'excuser, non pas pour réparer, pour limiter ses pertes. Elle attrapa son sac à main, le souleva du dossier de la chaise et passa la sangle sur son épaule. Marc, dit-elle, sa voix soudainement froide et distante. Tu n'as rien à toi qui ne puisse disparaître avec un mauvais marché ou une facture médicale. J'ai pensé qu'ensemble, nous pourrions construire quelque chose de plus sûr. Si ta fille ne coopère pas, c'est son droit. Mais je n'ai pas à rester pour les conséquences. David tressaillit comme si elle l'avait giflé. Alors c'est ça, dit-il. Pas de chalet, pas de toi. Elle haussa légèrement les épaules. Tu es un homme bien, dit-elle. Mais je ne suis pas à un stade de ma vie où l'amour seul est suffisant. Sans cet actif, tu n'apportes pas grand-chose à la table, Marc. Je suis désolé. C'est juste la réalité. Elle n'était pas désolée, pas même un peu. Elle se dirigea vers la porte, l'ouvrit et sortit dans le froid sans se retourner. Le bruit du moteur de sa voiture résonna dans l'allée une minute plus tard, puis s'estompa dans le silence des arbres. Le chalet était très calme après cela. Emma était assise, recroquevillée, fixant le sol comme si elle ne pouvait pas comprendre que Jonathan et Lily l'avaient tous deux quitté le même matin. Mon père se tenait près de la table, une main agrippant le dossier d'une chaise si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Ses yeux brillaient, mais aucune larme ne coulait. Il regarda la porte vide pendant un long moment. Puis il regarda à nouveau les papiers. Puis lentement, il tourna la tête vers moi. Je vis tout s'abattre sur lui d'un seul coup. Non seulement il s'était trompé sur le chalet. Non seulement il m'avait blessé, mais les personnes qu'il avait choisies plutôt que moi l'avaient utilisé comme un pont vers quelque chose qu'elle voulait. Et une fois que le pont ne menait plus nulle part, elle n'avait pas hésité à s'en aller. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, mon père avait l'air vraiment seul. Et je n'ai pas eu besoin de dire un seul mot pour qu'il comprenne exactement pourquoi. Mon père se tenait là, dans le silence du chalet, fixant la porte vide par laquelle Lily était sortie. Et l'endroit où Jonathan avait disparu dans les marches enneigées. Emma était assise, repliée sur elle-même à la table, sa respiration superficielle et tremblante. La lumière du matin à travers les fenêtres semblait trop vive pour la lourdeur de la pièce. Je sentais ses yeux se tourner à nouveau vers moi,
mais je n'ai pas regardé en arrière. Non pas par cruauté, juste par épuisement. Tout dans ce chalet semblait fissuré, et aucune des pièces ne m'appartenait à réparer. Finalement, il s'est éclairci la gorge. C'était un son doux, le genre qu'il faisait quand il était mal à l'aise et essayait de gagner quelques secondes avant de parler. Mais cette fois, ça sonnait plus vieux, usé. Cla, a-t-il dit, mais rien n'a suivi, comme si la seconde moitié de la phrase était hors de sa portée. J'ai ramassé le dossier de la table, je l'ai fermé et je l'ai tenu contre ma poitrine. Je n'ai rien dit. Pas encore. Le poids de ce moment était assez lourd sans que j'y ajoute. Papa a regardé Emma, puis de nouveau moi. Il a expiré par le nez et a secoué un peu la tête. Je n'aurais jamais pensé, a-t-il dit doucement, que ça en arriverait là. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, pas d'acuité, juste de la confusion, de la douleur, et autre chose en dessous. Quelque chose de proche de l'humiliation. Je me suis dirigé vers la porte, agrippant la poignée, prête à sortir pour prendre l'air. Avant que je puisse l'ouvrir, il a de nouveau parlé, plus fort cette fois. Comme si les mots sortaient de lui avant qu'il ne puisse perdre courage. Claire, s'il te plaît, attends. Je suis resté immobile, ma main toujours posée sur le métal froid. Il a réessayé. Claire, je suis désolé. Les mots étaient minces et tremblants, mais ils étaient réels. Je me suis tourné lentement pour lui faire face. Il a dégluti difficilement. Je suis assis ici, a-t-il dit, en regardant les papiers que tu as apportés. En entendant ce que Marie a dit, en regardant ce que Lily et Jonathan ont fait. Et je n'arrête pas de penser à la veille de Noël, à la façon dont je me tenais derrière cette porte et je t'ai crié dessus comme si tu étais une étrangère. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. J'ai fermé les yeux un instant. Papa a passé sa main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait toujours quand il se sentait perdu. Il avait l'air plus petit que dans mon souvenir, non pas en âge, mais en certitude. Toutes ces années à essayer de rafistoler une nouvelle famille s'étaient effondrées devant lui. Je pensais, a-t-il dit, que mélanger les familles signifiait faire des sacrifices. Je voulais que tout le monde s'entende. Je voulais une vie où Emma se sentait acceptée, où Lily était heureuse, où les choses ne semblaient pas vides sans ta mère. La mention de ma mère a fait se tordre quelque chose dans mon estomac, doux et douloureux. Il a poursuivi, Lily m'a dit que le chalet devait être partagé. Elle a dit que ça éviterait les disputes à l'avenir. Elle a dit que ça rapprocherait tout le monde. Je n'ai pas vu ce qu'elle faisait vraiment. Il s'est frotté le front. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle ferait pression sur Emma et Jonathan pour qu'ils s'impliquent. Je n'aurais jamais imaginé il s'est arrêté, incapable de trouver un mot qui convenait. Je l'ai laissé s'asseoir dans ce silence pendant quelques secondes. Le vent a fait trembler une branche lâche à l'extérieur. Emma a laissé échapper un petit son brisé, mais n'a pas levé le visage de ses mains. Finalement, j'ai dit, « Papa, tu dois prendre la responsabilité de tes choix. » Ma voix n'a pas tremblé. Elle ne s'est pas élevée. Je n'étais pas cruel, juste honnête. Il a hoché la tête immédiatement, presque trop vite, comme s'il avait attendu que je dise exactement cela. « Je sais, » a-t-il murmuré. « Je sais que je le dois. Je t'ai poussé. J'ai écouté les mauvaises personnes. Je me suis laissé croire des choses qui étaient plus faciles que d'affronter la vérité. Et je t'ai blessé. Je t'ai gravement blessé. » La crudité de ses paroles m'a serré la gorge. Je me suis détourné un instant et j'ai regardé par la fenêtre le lac, gelé en une nappe de verre pâle. Papa a pris une lente inspiration. « Je ne peux pas te demander de me pardonner, » a-t-il dit. « Pas maintenant. Peut-être jamais, mais je veux que tu saches que je le vois. Tout. J'étais aveugle, et j'ai honte de la rapidité avec laquelle j'ai laissé d'autres personnes me convaincre que tu étais le problème. J'ai senti quelque chose en moi se desserrer. Pas la guérison, pas encore, mais un nœud qui avait été trop serré s'était enfin relâché. Je suis retourné vers la table et j'ai posé le dossier. Emma a reniflé, son visage rouge et strié, mais elle n'a pas parlé. Papa s'est affaissé sur la chaise en face d'elle, ses épaules courbées sous un poids que je ne l'avais jamais vu porter. Il a regardé ses mains, les retournant comme s'il ne les reconnaissait pas. « J'aurais dû te protéger, » a-t-il dit doucement. « Au lieu de ça, j'ai laissé des gens qui te connaissaient à peine te dépeindre comme égoïste, et je les ai crus parce que c'était plus facile que de voir ce qu'ils voulaient de moi.
J'ai tiré la chaise au bout de la table et je me suis assise, laissant de l'espace entre nous, ne le rejetant pas, ne l'embrassant pas, juste un endroit où la conversation pouvait vivre sans pression. David m'a regardé, les yeux fatigués mais stables. Je ne veux pas te perdre, a-t-il dit. Pas pour ça. Pas pour quoi que ce soit. J'ai soutenu son regard. Tu ne m'as pas perdu, ai-je dit. Mais tu as cassé quelque chose. Il faudra du temps pour voir à quel point cela peut être réparé. Ses yeux ont brillé, mais il a rapidement cligné des yeux pour chasser l'humidité. Du temps, a-t-il dit. Je peux vivre avec ça. Le temps est juste. Emma a finalement levé la tête. Sa voix était étranglée. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis censé faire? Il a tendu la main sur la table et a posé une main sur la sienne. Malgré tous ses défauts, il l'aimait aussi. Il l'avait toujours aimé. Ce n'était jamais le problème. On trouvera une solution, a-t-il murmuré. Mais pas en volant quelqu'un d'autre. Pas en prétendant que les choses nous appartiennent quand ce n'est pas le cas. Emma a essuyé ses joues avec le dos de sa main. Elle a hoché la tête, bien qu'elle ait toujours l'air comme si son monde entier s'était effondré. Peut-être que c'était le cas, mais c'était un monde construit sur des bases fragiles, et cet effondrement était inévitable. Je me suis levé, sentant la tension de toute la matinée dans mes os. Papa s'est levé aussi, s'approchant de moi avec hésitation, comme s'il avait peur que je recule. Il a de nouveau prononcé mon nom. Claire. Merci de ne pas être parti. J'ai laissé échapper une lente inspiration. Je ne pars pas, ai-je dit. Mais les choses ne redeviendront pas comme avant. Pas immédiatement. Peut-être jamais. Tu dois comprendre ça. Ses épaules sont tombées, l'acceptant. Je comprends, a-t-il dit doucement. Et je veux mériter la place qui me reste dans ta vie. Pas la prendre, la mériter. Il a attrapé son manteau, non pas pour partir, mais pour sortir prendre l'air. Je pouvais dire qu'il en avait besoin. Moi aussi. Avant d'ouvrir la porte, il s'est arrêté et a de nouveau regardé le chalet. Pas avec avidité, pas avec un sentiment de dû, mais avec chagrin et clarté. Ta mère voulait que ce soit à toi, a-t-il dit. Et elle avait raison. Elle voyait toujours plus loin que moi. La vérité de cette phrase m'a transpercé. Il est sorti, l'air froid l'entourant. Emma est restée assise, regardant ses mains, et je suis resté dans l'embrasure de la porte un instant, laissant le froid toucher mon visage, laissant mon cœur s'installer autour de la forme de quelque chose qui n'était pas encore le pardon, mais qui n'était plus de la rage. Ne pas tourner le dos, ne pas courir pour rafistoler, juste rester au milieu, laisser la réalité respirer. Ce n'était pas une résolution. Pas encore. Mais c'était le début d'une. Pas un nouveau départ parfait, pas une réinitialisation magique, juste le premier petit pas loin des dommages et vers quelque chose de plus honnête. Les semaines qui ont suivi ce jour au chalet se sont déroulées à un rythme étrange. La vie ne s'est pas arrêtée simplement parce que ma famille avait explosé devant moi. J'avais toujours des échéances, des listes de courses, des factures sur le comptoir. Mais sous l'ordinaire, quelque chose en moi se réorganisait. J'ai recommencé à retourner au chalet le week-end. Au début, cela me semblait presque mal de remonter cette route sinueuse, comme si je me faufilais dans un endroit qui avait été traîné dans trop de disputes. Mais une fois que les arbres se sont refermés autour de la voiture et que le lac est apparu, un calme familier s'est installé en moi. Les nouvelles serrures ont cliqué solidement quand j'ai tourné la clé. Le système de sécurité a bipé quand je l'ai désarmé. J'ai traversé chaque pièce lentement, touchant le dossier des chaises, les bords des cadres photos et le manteau de la cheminée où ma mère alignait des bougies parfumées en hiver. Le chalet semblait calme, mais pas vide. Il semblait avoir pris une longue et profonde inspiration après des mois à être convoité comme un prix. Un samedi après-midi, je me tenais dans la petite cuisine et je regardais par la fenêtre la cour enneigée. Un écureuil a traversé la balustrade du porche. Le ciel était d'un gris pâle. Le monde extérieur était simple et immobile. Dans ma tête, cependant, quelque chose tournait en boucle. Le chalet était en sécurité maintenant. La paperasse était claire. Les serrures étaient neuves. Les gens qui voulaient le prendre s'étaient montrés et étaient partis. Alors, qu'est-ce que j'allais en faire? Ma mère ne m'avait pas donné cet endroit pour que je passe ma vie à le garder comme un musée.
Elle voulait que ce soit un refuge, oui, mais elle voulait aussi que j'aie un avenir, un vrai. De retour à Denver cette semaine-là, j'ai étalé mes finances sur ma table de cuisine, relevé bancaire, économie, une estimation approximative de la valeur actuelle du chalet après toutes les améliorations que ma mère avait apportées et le travail que j'avais fait au fil des ans. Mes yeux n'arrêtaient pas de dériver vers le carnet de croquis sur le bord de la table, celui plein de dessins, de planches d'inspiration et de petits plans de décoration intérieure avec lesquels je jouais depuis le début de la vingtaine. J'avais toujours voulu ouvrir un studio de design, un petit, quelque chose qui se concentrait sur de vraies maisons pour de vraies personnes, pas sur des pages de magazines glacés. Je ne l'avais jamais fait parce que cela me semblait irresponsable, risqué, indulgent. Maintenant, après avoir vu d'autres personnes essayer de réclamer ce qui était à moi, cela m'a frappé à quel point c'était étrange. J'avais eu peur d'utiliser mes propres actifs pour construire ma propre vie, alors que d'autres étaient impatients de les utiliser pour construire la leur. Cette prise de conscience a de nouveau desserré quelque chose en moi. Quelques jours plus tard, je suis entré dans une petite agence d'une coopérative de crédit locale à Denver avec un dossier soigné sous le bras. L'employé à l'accueil a souri et m'a demandé comment elle pouvait m'aider. Je lui ai dit que je voulais parler à quelqu'un d'une ligne de crédit sur valeur domiciliaire. J'ai prononcé les mots calmement, comme s'ils m'appartenaient, parce que c'était le cas. Je n'hypothéquais pas mon avenir pour sauver quelqu'un d'autre. J'empruntais prudemment contre un actif qui était entièrement à moi pour investir dans quelque chose dont je rêvais depuis une décennie. La conseillère en prêt était une femme d'âge moyen avec des yeux bienveillants et un comportement pratique. Elle a examiné mes documents, a posé des questions sur mes revenus, mes projets et le chalet. Nous avons parlé de limites, d'intérêts et de sécurité. Il n'y avait rien de dramatique à ce sujet, pas de manipulation, pas de pression, juste des informations et des choix. Au moment où je suis parti, le processus était en cours. Je ne viderai pas la valeur nette, j'utiliserai simplement une petite partie comme outil. Assez pour signer un bail sur un modeste espace commercial et couvrir les coûts initiaux d'un petit studio de design d'intérieur à Denver. Assez pour m'acheter une chance. En rentrant chez moi en voiture, j'ai ressenti quelque chose que ma mère aurait reconnu. Pas de la vengeance, pas de la victoire, de la fierté. Je pouvais presque entendre sa voix sur le siège passager me disant que c'était exactement le genre de décision qu'elle espérait que je prendrais. Réfléchie, légale, indépendante, ancrée dans ce qui était à nous, pas dans ce que quelqu'un d'autre réclamait. Pendant que mon avenir prenait forme, la vie de mon père s'est calmée. Lily a déménagé ses affaires dans la semaine qui a suivi ce jour au chalet. Il n'y a pas eu de dispute dramatique d'après ce que j'ai entendu. Pas de grande scène. Elle a juste emballé ses vêtements, son parfum et ses photos encadrées d'elle et d'Emma, et elle est partie. Si la maison où mon père lui manquait, elle ne l'a jamais montrée. Emma a envoyé un court message. Il disait qu'elle avait besoin de temps et me demandait de ne pas la contacter pendant un moment. J'ai respecté cela. Nous n'étions pas prêts à parler et forcer une conversation n'aurait pas changé ce qui s'était passé. Mon père est resté seul dans la maison. La première fois qu'il m'a appelé après cela, c'était tard un mercredi soir. J'étais assise sur mon canapé en survêtement, examinant des échantillons de peinture pour le studio. Son nom a illuminé mon téléphone et mon estomac a fait un familier saut d'inquiétude. J'ai répondu quand même. Sa voix semblait différente, plus rauque, un peu plus lente, comme si chaque mot avait du poids. Il m'a demandé comment j'allais. Pas à propos du chalet, pas de l'argent, de moi, de mon travail, si je dormais, si je mangeais autre chose que des toasts et du café. Ce n'est qu'ensuite qu'il a parlé de lui. Il a dit que la maison était trop silencieuse. Lily avait emporté tous les petits bruits avec elle, et il se retrouvait avec le genre de silence qui fait réfléchir un homme à tout ce qu'il a fait de mal. Il a dit qu'il n'arrêtait pas de me voir sur son porche ce soir-là de décembre, tenant ce dessert dans mes mains pendant qu'il criait à travers la porte. Il a dit qu'il était désolé. Pas comme une phrase pour obtenir quelque chose, juste comme un fait. Je ne lui ai pas dit que tout allait bien. Ce n'était pas le cas. Je ne lui ai pas dit que je lui pardonnais. Je n'en étais pas encore là. Je lui ai dit que je l'entendais, que ses excuses comptaient, que la guérison prendrait du temps. Nous avons parlé comme ça pendant quelques semaines. De courts appels téléphoniques, de petites nouvelles, pas de discussion sur Lily ou Emma à moins qu'ils ne les évoquent. Et même alors, je n'ai pas remué le couteau dans la plaie. Le pardon, j'ai réalisé,
n'est pas un prix que l'on donne à quelqu'un après qu'il a dit les bons mots. C'est un processus que l'on parcourt à son propre rythme, en maintenant ses propres limites. Environ un mois plus tard, il m'a demandé si je voulais le rencontrer pour le petit déjeuner. Juste nous, a-t-il dit. Personne d'autre. Un restaurant près de chez toi. J'ai dit que j'y réfléchirais. Puis j'ai rappelé le lendemain et lui ai dit oui. Le restaurant était l'un de ces vieux endroits qui sentaient le café, le bacon et les crêpes, peu importe l'heure de la journée. Quand je suis entré, il était déjà dans une banquette près de la fenêtre, les mains enroulées autour d'une tasse comme s'il avait besoin de sa chaleur pour se tenir. Quand il m'a vu, il s'est levé trop vite et a failli renverser la table. Ça aurait été drôle dans une autre vie. Nous nous sommes assis. La serveuse a versé du café. Pendant quelques minutes, nous avons parlé de petites choses. Le temps, mon travail, son mal de dos, la façon dont le quartier changeait. Puis il a posé sa tasse et m'a regardé avec une expression que je n'avais pas vue depuis longtemps. Je suis fier de toi, a-t-il dit. Vraiment fier. Pas seulement de ce que tu as fait au chalet, bien que cela ait demandé plus de courage que je n'en ai montré depuis des années, mais de la femme que tu es devenue. Indépendante, courageuse, claire. Ma gorge s'est nouée. Il a poursuivi. Et je suis reconnaissant que tu ne m'aies pas fermé la porte pour toujours. Je l'aurais mérité. Je le sais. Merci de ne pas avoir abandonné ton vieux père insensé. Les mots n'étaient pas parfaits. Il a un peu embrouillé l'ordre. Sa voix s'est brisée. Mais ils étaient vrais. Je n'ai pas tendu la main sur la table pour tout réparer en un seul instant. La vraie vie fonctionne rarement de cette façon. Ce que j'ai fait, c'est sourire. Petit mais réel. Et lui dire que j'étais contente qu'il ait appelé. Le petit déjeuner n'a pas été magique. Il a encore dit des choses qui m'ont fait rouler les yeux intérieurement. J'ai encore ressenti des éclairs de colère par moments, mais il y a aussi eu des moments de rire partagé, des souvenirs de ma mère qui nous ont tous deux adoucis. Des pauses honnêtes où nous avons admis que nous ne connaissions pas les bons mots. Quand nous nous sommes étreints sur le parking après, c'était comme étreindre un homme qui essayait, pas un homme qui croyait qu'on lui devait le pardon. Pour moi, c'était suffisant pour ce jour-là. Ce soir-là, je suis retourné en voiture au chalet. Le ciel était clair et plein d'étoiles. L'air me mordait les joues quand je suis sorti de la voiture. J'ai déverrouillé la porte, j'ai éteint l'alarme et je suis entré dans la chaleur familière du petit salon. Je me suis dirigé vers la fenêtre et je l'ai ouverte de quelques centimètres, laissant l'air froid de la nuit entrer. L'odeur de pain et de neige se mêlait à l'odeur de vieux bois et à la faible trace de la bougie préférée de ma mère qui persistait encore dans les fissures. Je suis resté là longtemps, regardant la ligne sombre des arbres et le faible reflet du lac gelé. Ce petit chalet avait été le centre d'une tempête que je n'avais jamais demandé. Les gens avaient essayé de l'utiliser comme un outil, une monnaie d'échange, un raccourci. Ils l'avaient vu comme une chose à capturer. Mais ce n'était jamais juste une chose. C'étaient les mains de ma grand-mère qui ponçaient la balustrade du porche. Le rire de ma mère flottant hors de la cuisine, mes propres larmes d'adolescente s'imprégnant dans le vieux canapé après ma première rupture. C'étaient 3 générations de femmes construisant tranquillement quelque chose de solide dans un monde où les choses solides sont rares. Et maintenant, c'était mon ancre, mon levier, l'endroit où je pouvais retourner pendant que je construisais une nouvelle vie en ville, utilisant sa valeur pour investir dans mes propres rêves au lieu de financer ceux de quelqu'un d'autre. J'ai souri, seul dans cette petite pièce chaleureuse. Je n'avais pas perdu ma famille. J'avais perdu les gens qui ne m'avaient jamais vraiment vu comme de la famille en premier lieu. Mon père et moi recommencions. Non pas à partir de la fantaisie de ce que nous souhaitions que l'autre soit, mais de la vérité de qui nous étions réellement. Imparfaits, blessés, essayants. Emma et moi étions toujours distantes. Peut-être qu'un jour il y aurait de la place pour une conversation plus calme. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je ne me sentais plus responsable de réparer ses choix. Lily et Jonathan étaient partis. Ils pouvaient chercher une autre opportunité ailleurs. Qui qu'ils choisissent ensuite, j'espérais que cette personne aurait des limites plus claires que mon père et moi n'en avions eu autrefois. Quant à moi, j'avais une clé à la main, mon nom sur un acte de propriété, une ligne de crédit mise en place dans une petite banque de Denver, et un bail attendant d'être signé pour un minuscule studio de design près d'une rue pleine de gens transportant du café et des possibilités. Ma vengeance, si vous voulez l'appeler ainsi, n'était pas de voir quelqu'un souffrir.
c'était de refuser d'être utilisé, de me tenir droite dans ma propre histoire, de protéger ce qui était à moi et de l'utiliser ensuite pour construire un avenir dont je pourrais être fier. Si on vous a déjà dit que vous étiez trop ou pas assez pour votre propre famille, souvenez-vous de ceci. Le silence peut être un pouvoir et la vérité peut être la vengeance la plus retentissante. Dites-moi dans les commentaires ce que l'intégrité signifie pour vous et d'où vous écoutez.